Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement d'une activité, voir comment y afficher une interface et enfin voir comment réagir à des événements de l'interface. Une activité est simplement une classe Java héritant de la classe Android Activity. Ici, Android Studio a déjà créé une activité et l'a fait étendre AppCompat-Activity. Pour l'instant, considérez qu'il s'agit de la même chose. De même, Android Studio a déjà généré un peu de code dans cette activité, code que vous pouvez ignorer pour l'instant. C'est dans cette classe que nous allons mettre tout le code régissant l'écran que nous souhaitons afficher et son fonctionnement. La méthode la plus importante d'une activité est la méthode onCreate. C'est la méthode qu'appelle le système Android lorsqu'il crée l'activité. Comme c'est le système Android qui crée l'objet activité, une classe activité ne doit pas avoir de constructeur. La méthode onCreate peut être vue comme le constructeur de l'activité. C'est dans cette méthode que vous allez l'initialiser et lui donner une interface. Pour cette vidéo, j'ai déjà créé deux interfaces simplissimes. La première, dans le fichier activityMain.xml, contient un bouton sur un fond de couleur. La seconde, dans le fichier activityNext.xml, contient un simple TextView. J'aimerais donc, dans mon activité MainActivity, qui a été créée par Android Studio à la création du projet, afficher l'interface décrite dans le fichier activityMain.xml. La question est donc comment, depuis le code, accéder aux ressources. Pour définir l'interface d'une activité, on utilise la méthode setContentView. À ce point, je vais vous donner deux raccourcis très utiles d'Android Studio. Le premier, je l'ai déjà mentionné, mais il est super important. C'est l'autocomplétion avec contrôle espace. Il permet de voir toutes les possibilités de complétion. La seconde est contrôle P. Il vous permet, à l'intérieur des parenthèses d'une fonction, de voir les paramètres de cette fonction. On constate donc que la méthode setContentView prend en paramètre soit une vue, soit un int. Alors, à quoi correspond cet int? En fait, lorsque l'application est compilée, les outils de compilation créent automatiquement une classe nommée simplement R, soit la première lettre du mot ressource. Cette classe contient, triés par type, des entiers correspondant à chacune des ressources se trouvant dans le dossier res. Par exemple, je souhaite que mon activité affiche l'interface que j'ai décrite dans layout/activityMain.xml. Je vais donc mettre en paramètre à la méthode setContentView la valeur r.layout.activityMain. Notez qu'une ressource ne correspond pas forcément à un fichier XML. On peut déclarer plusieurs ressources à la fois. C'est par exemple le cas du fichier values/strings.xml qui déclare les strings. Pour chaque string dans le XML, on aura un identifiant dans r.string. On pourra alors récupérer un string dans le code avec r.string ou utiliser dans l'interface avec la syntaxe de référence @string/nom de la string. Pour réagir à un événement sur une vue, il faut enregistrer une callback sur cette vue. Une callback est une méthode qui sera appelée lors d'un événement particulier. Pour enregistrer une callback sur une vue, il faut d'abord pouvoir accéder à la vue. Une fois qu'on a défini le layout d'une activité, on peut accéder aux vues à l'intérieur de ce layout via la fonction findViewById. Sans surprise, cette fonction prend en paramètre un entier qui se trouve être l'ID de la vue que l'on souhaite récupérer. Pour comprendre comment affecter un ID à une vue, il faut que l'on parle des ID. Les ID sont des ressources spéciales, en ceci que ce ne sont pas des fichiers et qu'ils ne sont pas déclarés dans un XML particulier. Dans le petit layout que j'ai créé, si on va voir le XML, on peut voir que le bouton contient l'attribut Android.id. La syntaxe de sa valeur est un peu particulière. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la syntaxe @type/identifiant. Alors, que signifie ce +ID/button1? En fait, cela signifie simplement au compilateur qu'il ne s'agit non pas d'une référence vers un ID existant, mais d'une déclaration d'un nouvel ID. Simplement, ce +ID/button1 signifie au compilateur qu'il doit affecter l'ID button1 à ce bouton et que si cet ID n'existe pas dans la classe R, il doit le créer. Vous pouvez avoir plusieurs fois le même ID déclaré dans différents fichiers layout. Ça n'est absolument pas un problème. Par contre, il est fortement déconseillé d'avoir plusieurs fois le même ID dans le même fichier layout. Notez en passant que le texte du bouton est une référence vers une ressource string avec sa valeur @string/buttonText. Ok, donc retournons au code. Et maintenant que l'on a vu comment affecter un ID à une vue, voyons donc comment lui enregistrer une callback lorsqu'on clique dessus. Déjà, on récupère la vue avec la fonction findViewById. À cette fonction, on passe en paramètre la ressource ID de la vue que l'on souhaite récupérer. Cette fonction retourne un objet de type view. Et comme on sait qu'on récupère un bouton, on va caster le retour de getViewById en button.
Je crée donc une variable myButton de type button et je lui assigne le retour de getViewById que je caste en button. Ensuite, il suffit d'utiliser la méthode setOnClickListener et de lui passer en paramètre un objet listener dont la méthode onClick sera appelée, vous l'avez deviné, lorsqu'on clique sur le bouton. On peut voir que j'ai utilisé l'autocomplétion en créant ce onClickListener et donc Android Studio m'a déjà écrit la méthode onClick correspondant. Un objet listener est un objet qui contient une méthode qui sera appelée lors de l'événement. Android utilise des listeners pour quasiment tous les événements de l'interface. Ici, c'est un listener qui réagit au clic, donc on crée un onClickListener. Les codeurs Android utilisent quasiment tout le temps des classes anonymes pour les listeners. J'en profite pour saluer les connaisseurs de Java 8 qui regardent cette vidéo et qui se demandent si on ne pourrait pas utiliser une lambda. Les gars, je pleure avec vous. Android est limité à Java 6 et c'est malheureusement pas prêt de changer. Dernière chose avant de lancer l'application. Qu'est-ce qu'on met dans ce onClick pour vérifier que ça marche? Il faudra afficher un log quelconque du genre « ça marche ». Eh bien, Android dispose d'un système de log somme toute assez classique. On utilise les méthodes statiques de la classe log, à savoir i pour info, e pour error, etc., en passant un tag en premier paramètre et le texte que l'on souhaite loguer en second paramètre. Ici, je mets le tag à OC_RSS et le message à « ça marche ». Les logs sont ensuite accessibles dans l'onglet Android, puis le sous-onglet Logcat d'Android Studio. Donc, on va simplement loguer « ça marche » dans notre onClickListener, lancer l'application, cliquer sur le bouton et regarder si le log apparaît dans Logcat. C'est parti. Je lance l'application. Je choisis de la lancer sur l'émulateur. J'attends que l'appli se lance. Je clique sur le bouton et... incroyable! Ça a marché. Deuxième défi, lancer une seconde activité. Pour cela, on va simplement créer une nouvelle classe héritant de Activity. Dans Android Studio, je fais donc clic droit sur le package, puis New Java Class, et je nomme cette classe Next Activity. Je fais ensuite étendre Next Activity de Activity, puis j'implémente la méthode onCreate, et je mets la seconde interface que j'ai créée, c'est-à-dire j'appelle setContentView avec r.layout.activityNext. Jusque-là, rien de nouveau. Retournons dans la première interface et vient maintenant la question. Mais comment donc démarrer une nouvelle activité? Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous êtes probablement en train de crier à votre écran en utilisant un intent. Si c'est le cas, je ne peux pas vous entendre, mais bravo, c'est la bonne réponse. Voici le code. Je crée un intent myIntent en lui passant l'activité courante et puis la classe de l'activité que je souhaite lancer. J'utilise ensuite la méthode startActivity pour lancer l'activité. Notez que comme on utilise directement la classe de l'activité que l'on souhaite lancer, il s'agit d'un intent explicite. Ok, essayons. On va lancer l'application et voir si ça marche. Même procédure que tout à l'heure. L'application se lance. Je clique sur le bouton et... oups, ça marche pas. Pourtant, notre log s'est bien affiché. Donc, le listener a bien été exécuté. Donc, pourquoi est-ce que l'activité n'a-t-elle pas été lancée? Rappelez-vous que les activités doivent être déclarées dans le manifeste de l'application. Donc, allons voir ce manifeste. En fait, notre première activité, MainActivity, a été déclarée dans le manifeste par Android Studio lorsque l'on a créé l'application. Cela dit, lorsque l'on crée manuellement une nouvelle activité, on doit la déclarer dans le manifeste. Regardons une seconde la déclaration de MainActivity dans le manifeste. L'attribut name est simplement la classe de l'activité. Plutôt que de mettre le nom de la classe complet, et comme MainActivity est dans le package de l'application, à savoir com.oc.rss.ocrss, on peut mettre uniquement .MainActivity et le compilateur en déduit la classe MainActivity dans le package de l'application. Le label est le nom de l'activité. En fait, comme MainActivity est l'activité qui sera lancée depuis la home d'Android, ce label est le nom de l'application qui sera affiché dans la liste des applications. Enfin, ces deux éléments dans IntentFilter définissent que c'est cette activité qui est la première activité à lancer quand on lance